Bonjour à tous. Alors bienvenue sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant. Alors Sam, c'est moi, et en cette belle journée d'automne bien pluvieuse, bien mousine, bien fouinassante comme on dit chez nous, avec une petite pluviométrie qui finalement fait quand même du bien, qu'on le veuille ou non. Donc ça permet un petit peu aux plus énervés de patienter encore une bonne semaine avant, j'espère, d'envisager leur semis vers le 10-15 octobre, ce qui serait une bonne idée pour une gestion un petit peu plus sur la durée de nos travaux. Donc, on va vous parler un petit peu de l'actualité de la semaine. On a rencontré plusieurs firmes phytosanitaires dans l'objet de préparer notre guide de fin d'année, donc notre phytosolivaire. C'est toujours une période où on rencontre à peu près 20 à 25 firmes de produits phytosanitaires, dont certaines d'ailleurs appartiennent à des grands groupes coopératifs. Donc, on fera un petit peu un point sur tout ça parce que c'est quand même un peu bizarre dans la période de séparation du conseil-vente. Mais donc, je pense que ça mérite que vous soyez un petit peu informés. On va parler un petit peu du glyphosate. Donc oui, lui, toujours au cœur de l'actualité, qu'on le veuille ou non. On va parler un petit peu des ravageurs colza, puisque c'est quand même la période où on les regarder. Et puis vous parler un petit peu d'écologie avec une anecdote sur la régénération des tracteurs avec les nouveaux moteurs type SCR, comme on appelle, donc avec des filtres à particules et de régénération, la déblue et tout le bazar. Et on réfléchira ensemble si ça nous semble être une solution réellement écologique quand on voit un petit peu tout ce cinéma-là. Donc vous voyez, tout un programme, donc j'espère que ça vous convient. Alors on va tout de suite démarrer par les ravageurs colza, puisque je pense que c'est quand même un sujet d'actualité pour chacun d'entre vous. Alors il y a ceux qui ont semé leur colza au mois de juillet, qui sont à un stade déjà dépassé pour les risques altises et grosses altises. Donc ils sont les ravageurs principaux avec le charançon du bourgeon terminal de cette période automnale. Donc ce sont des insectes qui ont des dégâts divers. Mais le premier, les petites altises, c'est un petit peu de freiner le développement des petits colzas. Pour ceux qui viennent d'être semés il y a 15 jours, 3 semaines, on peut avoir des petits dégâts de petites altises. Donc c'est souvent des piqûres sur les feuilles qui ralentissent la croissance du colza. Donc c'est dès la levée que ça se passe, surtout même sur les cotylédons et autres. Donc ça ralentit d'autant. Donc un des meilleurs insecticides, c'est d'avoir un colza qui pousse. Que ce soit en agriculture classique ou biologique. C'est un colza le plus vigoureux possible. Ça, tout le monde, je pense, l'a compris, même si ça a été long à la détente. C'est pas forcément de semer très tôt qui compte, c'est d'avoir un colza qui pousse et qui ait des conditions pour permettre que ça se passe bien en termes de pousse. Et ça, c'est pas toujours évident puisque c'est un peu le climat qui décide. Et puis la gestion aussi de la nutrition. Mais ça, vous savez comme moi, c'est très réglementé. Tout le monde en parle, mais personne ne donne de solution puisqu'on est forcément dans quelque chose qui n'est pas forcément légal si on fait vraiment ce qu'il faut faire. Donc voilà, donc je ne m'étendrai pas sur le sujet, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Le deuxième des ravageurs, c'est la grosse altise. La grosse altise, donc je rappelle, qui est un insecte terrestre, qui vient du sol, qui va sortir du sol et qui quelque part va justement gambader en surface et puis finalement pondre à l'intérieur de notre colza. Et donc on se retrouve, sans l'avoir vu forcément, avec des colzas qui à l'intérieur de leur pivot, durant tout l'hiver, vont avoir des larves qui vont affaiblir le colza et parfois compromettre complètement sa viabilité. Donc déjà, pour commencer, pour piéger ce genre d'insectes, il faut évidemment avoir des pièges, donc des gamelles jaunes, de couleur jaune qui les attirent, mais évidemment, il ne faut pas les mettre au-dessus du colza ou à une hauteur qui ne correspond pas à la réalité. Les grosses altises étant sur le sol, il faut enterrer votre gamelle avec ça qui dépasse de la surface du sol pour que la grosse altise puisse tomber dedans. Donc déjà, ça c'est le premier point. Et je vous engage tous à piéger chez vous et non pas à recevoir des flashs techniques, puisque je le redis encore une fois, depuis que je suis installé, aucun organisme autour de vous ne vous dira qu'il n'a pas vu de grosses altises, même s'il en a vu 3 ou 4, c'est clair et net. Donc c'est important déjà d'avoir une idée avec plusieurs gamelles parfois si vous avez une surface importante, puisqu'en fait, en fonction des piégeages, nous, par expérience de l'expérimentation, à 4 mètres de différence, on peut avoir des pièges qui disent tout et leur contraire, d'où la difficulté déjà de piéger. Le piégeage doit être exponentiel, c'est-à-dire qu'on doit sentir qu'on a piégé une fois une journée, le lendemain ou le soir même on retourne et ainsi de suite. C'est quand même quelque chose qui doit être important. Ce sont des insectes nocturnes, donc les grosses altises, donc c'est de préférence, si on a une intervention à faire chimique sur ces insectes-là, c'est plutôt le soir ou la nuit, donc déjà c'est quand même important, on ne devrait pas voir des pulvées en pleine journée pour essayer de gérer cet insecte-là, ça ne fonctionnera pas. Vous rappelez que sur les 3 solutions chimiques qui nous restent, il y en a 2 qui ne fonctionnent pas sur les adultes et ce sont les plus usuels, à moins d'avoir gardé du produit de l'année dernière qui commence par un B et qui finit par un I, vous ne pouvez pas avoir d'autres solutions sur les adultes. Et ça, nous avec Mathieu, ça nous inquiète un peu puisqu'on observe des communications avec des interventions suite à des piégeages, donc sur des adultes, finalement, avec des produits qui ne feront pas les adultes, qui sont que des pyrètres améliorés, mais qui n'auront pas l'efficacité recherchée. Donc les 2 produits restants aujourd'hui sont davantage dédiés aux larves, donc c'est-à-dire une fois la conséquence du vol des adultes dans les colzas. Donc nous, on pense sincèrement que la stratégie,
c'est déjà d'éliminer les adultes si on veut éviter les larves. C'est tout simple. Hein, les larves, il y a encore 10 ans, on n'en parlait pas. Donc si on s'intéresse ensuite aux larves, c'est là qu'on rentre dans des méthodes que vous connaissez, que vous avez entendu parler, les méthodes Berlez, où là vous allez aller faire des prélèvements environ 3 semaines après les premiers piégeages, pour aller observer dans vos colzas. Alors là, il y a sûrement plein de vidéos sur internet pour vous expliquer tout ça, mais pour finalement faire des comptages. Mais il faut être franc, quand on en est à compter les larves, il y a des grandes chances que ça soit très compliqué pour vous, puisque là on va appliquer les produits encore plus le soir, donc quand elles sont encore baladeuses, les larves, qu'elles sont encore pas rentrées dans le colza. Et là, pour être honnête, c'est un peu la loterie. Donc nous, notre stratégie, c'est quand même, si on peut, d'éliminer les adultes en attendant des solutions plus fiables que ce qu'on a aujourd'hui à utiliser, puisque s'il y a bien quelque chose qui dans les phytos pose problème, donc sur les ravageurs, j'en terminerai là sur le colza, parce que je ne vais pas rentrer dans des conseils techniques, mais vous dire simplement qu'aujourd'hui, à l'horizon des années à venir, des solutions insecticides, il n'y en a pas beaucoup, voire pas du tout, et surtout on va en perdre. Donc on va perdre les néonicotinoïdes l'année prochaine, donc il restait 4 familles sur une bonne vingtaine de familles d'insecticides, il nous en restera plus de 3, et sur les 3, on va dire que voilà, il en resterait peut-être plus de 2 à partir de 2025. Donc vous voyez, sur l'actualité phytosanitaire de la gestion chimique, il n'y a pas de solution. Concernant les biocontrôles sur ces insectes-là, avec des carapaces, etc., il n'y a pour nous, pour l'instant, de ce qu'on a pu tester, attention, on n'a sans doute peut-être pas tout essayé. Si certains d'entre vous ont des solutions à nous apporter, qu'on puisse tester en essai, ce sera avec plaisir. Mais dans ce qu'on observe aujourd'hui sur le terrain, il n'y a pas de solution de biocontrôle efficace, même à un tout petit niveau. On n'a rien d'équivalent au chimique, ça c'est clair. Et le chimique ne marchant pas, vous voyez, en gros, on n'a rien qui fonctionne, pour être franc, sur ces insectes-là. Donc ça, c'est un point quand même important à dire, c'est qu'on a des cultures aujourd'hui qui se retrouvent un petit peu orphelines de solutions. Voilà. Donc ça, c'est sur l'aspect ravageur colza, en sachant qu'encore une fois, la meilleure solution, c'est pas la date de semis, c'est bien la nutrition. Et on a des colzas aujourd'hui qui sont normalement sortis d'affaires dans certaines régions, quand d'autres sont un petit peu en plein les stades à observer. Donc voilà, donc c'est votre travail d'aller piéger, observer, et rien ne vaut le piégeage chez vous, encore une fois. Et voilà, c'est notre métier. Voilà. Donc concernant les firmes que nous avons rencontrées, donc je le disais un petit peu en introduction, c'est toujours assez intéressant de rencontrer des très grandes firmes phytosanitaires qui finalement ont comme actionnaires majoritaires des grands groupes coopératifs, donc comme InVivo, puisque je vais les citer, après tout, c'est sûrement pas caché cette histoire-là. Donc en tant qu'agriculteur, moi ça m'épate, en tant que conseiller indépendant, ça m'épate encore plus, puisqu'on est quand même dans normalement une séparation du conseil et de la vente, et on vous en a assez parlé pour vous dire que là, alors là c'est carrément de la fumisterie à 200%, il en reste absolument rien, ça n'a même jamais été aussi pire qu'aujourd'hui, puisqu'il y a encore récemment beaucoup de publicité sur les réseaux sociaux pour une start-up qui est bien installée, bien soutenue par les coopératives et les négoces. Je ne vais pas donner son nom, il manquerait plus que ça non plus, mais qui va vous proposer une application qui est un peu comme pour l'hôtellerie ou les vacances et autres, vous met en relation la météo, vous met en relation la traçabilité, vous met en relation le logiciel qui contient l'ensemble des produits phytosanitaires qui a été construit par certaines entreprises, même par des grands groupes coopératifs, puisque certains logiciels de traçabilité appartiennent aussi à des grands groupes coopératifs. Donc d'un côté, vous remontez toutes vos informations, dont d'ailleurs vous n'avez aucune preuve, mis à part mes parcelles qui appartiennent aux champs d'agriculture qui, eux, vous font signer un papier de confidentialité de toutes vos remontées de données. Pour la majorité d'entre vous qui travaillez avec ce logiciel-là très connu, qui a changé de nom il n'y a pas très longtemps, mais qui appartient à ce grand groupe-là, qui est le plus connu de tous, vous n'avez rien signé du tout. Donc en fait, l'ensemble de vos données, gentiment, vous leur donnez à tous. Donc c'est très très bien, comme ça permet à tout le monde de bien contrôler le marché, de bien savoir quelle dose vous utilisez et de vous ressortir tout ça mouliné sous une forme d'application où en fait, en fonction des conditions, vous rentrez ce que vous avez à faire et ça vous dit de baisser de tant de pourcents de ça. Donc on n'a pas su faire Ecophyto pendant 10 ans, mais finalement on est capable aujourd'hui avec un petit logiciel de vous sortir sur votre petit téléphone sans aucun calcul, puisqu'il y a des témoignages d'agriculteurs sur le site de cette entreprise-là qui se vantent que c'est génial, ils n'ont plus besoin de calculatrice, ça leur dit exactement ce qu'ils ont à mettre à l'hectare. Donc c'est vrai que ne réfléchissons plus, on pourra demain même faire un certifito uniquement applicateur qui ne sera même plus décideur. D'ailleurs, il y a bien longtemps que pour certains, ça n'est plus le cas. Donc on est un petit peu en colère, oui c'est vrai, ça doit se ressentir. Pourquoi? Puisque que ce soit nous ou les agriculteurs, on sent bien qu'il y a quand même 2 poids 2 mesures. Il y a une catégorie d'agriculteurs qui cherchent à reprendre en main la compréhension des produits phytosanitaires et qu'on le veuille ou non, on n'est jamais plus fort que quand on a compris comment fonctionnent les produits, quelles sont les meilleures molécules, sur quoi elles agissent, quel est leur rôle, quelles sont les meilleures conditions d'application, etc. Que ce soit d'ailleurs pour les biocontrôles, l'agriculture biologique avec d'autres formulations aussi, c'est exactement la même chose. Demain, l'agriculture sera avec des produits, qu'elles soient en biologique ou en non biologique, c'est une réalité déjà aujourd'hui et il faut arrêter de se mentir sur le sujet. D'ailleurs, on peut parler un petit peu du cuivre et de raconter un petit peu la fumisterie qui a eu lieu
Ou finalement, en vigne l'année dernière, en agriculture biologique, on a appliqué des produits phytosanitaires car il y avait un tel débordement par rapport au milieu que dans certaines régions, il y a eu des autorisations pour appliquer des produits chimiques classiques, que les doses de cuivre depuis très longtemps devraient être légiférées, mais personne n'ose le faire parce qu'on est dans un vide où derrière il n'y a pas de solution pour remplacer ce type de métal lourd qui est très très dommageable pour la vie du sol, pour le sol et pour l'avenir aussi de nos sols de toute façon et de la nature en général. L'excès de cuivre ne va pas s'en aller comme ça, c'est quelque chose qui s'accumule. Donc finalement, sous des allures un petit peu de réel changement de paradigme et d'approche réfléchie entre le conseil, la vente, bien comprendre pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, on n'a jamais été autant dans une espèce de fumisterie collective finalement où tout le monde y participe. Il y a énormément d'argent puisque l'entreprise dont je vous parlais avec son petit logiciel a même des subventions européennes pour finalement proposer ça aux agriculteurs. Donc c'est carrément du délire absolu, sans numéro d'agrément, sans rien. Donc ce qui fait que finalement, tous les gens qui ne vendaient pas de phyto ont subi un tas de contraintes comme pour les faire disparaître, parce que ça a été la volonté, il ne faut pas le cacher. Et au final, finalement, ça sert strictement à rien puisqu'on est une goutte d'eau dans l'océan à essayer de travailler, à essayer de faire comprendre comment marchent les produits, qui va avec qui, comment on peut les associer pour un meilleur résultat. Il n'y a aucun intérêt commercial à associer les produits, c'est clair. Aujourd'hui, il y a plutôt une division, une segmentation du marché avec un tas de noms commerciaux différents, des bidonnages qui changent sans arrêt avec du 5 litres, du 3 litres, du 2 litres. Finalement, tout ça, ça coûte une fortune, que ce sont les agriculteurs qui payent. Et je vous dirais même qu'encore cette semaine, certaines filles nous expliquaient qu'avec toutes les interprofessions qu'il y a dans notre pays, donc les représentants des betteraves, les représentants des pommes de terre, des malteurs, etc., eh bien à chaque fois, les entreprises, les firmes phytosanitaires doivent payer pour faire mettre des essais dans ces entreprises-là, ces interprofessions-là, qui ne sont pas normalement des entreprises. Finalement, ça augmente les coûts finaux des produits phytosanitaires pour juste des histoires d'ego et de gens qui veulent se rendre utiles, alors qu'en réalité, ils devraient laisser la science aux scientifiques et laisser faire les entreprises phytosanitaires. C'est la même chose avec les bonnes pratiques expérimentales qui finalement ont concentré les essais dans des usines à essais, donc des gens qui font des essais du matin au soir, et qui compromettent les résultats et l'évolution technique des produits phytosanitaires. Alors ça fait beaucoup de balance dans une vidéo, mais c'est une réalité que l'on observe tous les jours, les firmes nous en parlent, on le vit nous-mêmes puisqu'on fait des essais parfois pour des firmes ou en association avec elles, et aujourd'hui on le fait de moins en moins puisqu'on n'a pas le fameux bonne pratique expérimentale qui coûte tellement cher qu'il n'y a que quelques organismes aujourd'hui en France qui sont agréés pour le faire, et en réalité forcément déjà d'une ils ne trouvent personne pour travailler dans ces entreprises-là. Et même s'il y a des très bons techniciens à l'intérieur, ils sont bien obligés, au regard du volume d'affaires à faire, à traiter finalement toute la journée, ce qui compromet les résultats que même les firmes obtiennent eux en privé et qu'ils n'arrivent plus à obtenir ensuite pour les agréments et les homologations. Alors je vous ferai un petit encart sur le glyphosate en vous disant qu'une firme nous expliquait par exemple qu'il y avait un glyphosate qui était en train de se mettre au point avec un pôle de compétitivité français, un tas de sous-produits adjuvants qui étaient à base de végétaux, des pommes de terre, des huiles de colza, des choses comme ça qui allaient servir d'adjuvant. Évidemment, il y avait la molécule du glyphosate au milieu, mais on avait vraiment un glyphosate entre guillemets français qui allait pouvoir être vraiment le plus propre possible puisque tous les sous-produits qui sont les plus polluants en réalité sont les adjuvants. Et là, ce n'était pas le cas. Et finalement, comme il ne répondait pas à une étude, lorsque l'Europe a dit tous ceux qui n'ont pas l'étude numéro tant X, Y, Z sont arrêt d'homologation, c'est ce qui s'est passé pour énormément de glyphosate, donc, dont celui-ci, qui était un projet avec beaucoup d'argent public qui avait été mis, de pôles de recherche, de régions, etc. Et finalement, il est resté des vieux glyphos qui, eux, étonnamment, dans leur liste, ils avaient cette étude-là, et finalement, pour certains d'entre eux, ils sont même autorisés en usage avant la moisson, ce qui est quand même le pire des usages pour un glyphosate. Donc vous voyez, on est carrément dans la fumisterie la plus totale sur tous ces aspects-là. Donc je voulais quand même vous en faire part, puisque beaucoup d'entre vous, et c'était le cas pour moi en tant qu'agriculteur, pensons peut-être que les grands méchants, c'est les firmes, etc. Pour les rencontrer, je peux vous assurer que depuis maintenant presque 20 ans, c'est loin d'être le cas. Entre les deux, il y a une grosse puissance commerciale avec des grosses centrales d'achat, avec des intérêts croisés entre des responsables de chambre qui sont en même temps administrateurs d'une coopérative, voire directeurs, des coopératives qui rachètent le plus gros négoce de France, donc qui fait que finalement, il ne faut pas se mentir, aujourd'hui, ces entités-là sont de moins en moins traçables, de moins en moins transparentes, même ceux qui font les certifications comme nous on subit, ne peuvent même pas gérer l'aspect financier de ces grands groupes, tellement c'est compliqué, alors qu'ils devaient avoir des intérêts très différenciés pour faire le conseil d'un côté, la vente de l'autre. Donc même s'ils ont choisi la vente, ça ne les empêche pas par tous ces systèmes de logiciels et autres et d'intérêts croisés de finalement faire du conseil. C'est très très paradoxal de voir à quel point rien n'a changé et c'est même, il faut être franc, pire qu'avant,
Alors j'espère qu'en tant qu'agriculteur, vous le ressentez et que vous aurez un peu de réaction, puisque ce qui peut sidérer tout le monde, et même les firmes notamment, c'est l'absence complète de réaction de la part des agriculteurs. Ils sont comme anesthésiés, comme soumis complètement, ils enregistrent bien comme des bons petits soldats en remontant toutes leurs informations et leurs innovations, puisque pour certains, ils innovent dans la façon dont ils utilisent les produits phytosanitaires, tout en respectant les lois, et ils ne se rendent pas compte qu'en donnant toutes ces informations-là, ils créent autour d'eux des entités pour lesquelles ils vont payer, c'est un petit peu comme les stations météo par exemple, pour lesquelles certains financent, et puis ces informations-là sont revendues à des entités plus grandes, et parfois même rachetées par des agriculteurs pour avoir des infos à l'échelle un peu plus large. Donc on est vraiment dans un système qui est devenu fou, à notre avis, pour tous ceux qui cherchent à être un peu autonomes, indépendants et reprendre en main le métier sans avoir tous ces gens-là qui gravitent autour de nous sans forcément nous apporter ni de plus-value ni de sécurisation. Alors, pour l'aspect phyto, pour cette semaine, j'en aurais terminé là. Je voudrais justement faire le parallèle avec l'écologie, puisque nous avons un de nos tracteurs qui est arrivé à peu près 500-550 heures en 1 an et demi là, et qui nous a fait une régénération. Donc pour certains, je ne sais pas si vous connaissez, mais donc les tracteurs, les dernières générations de tracteurs font de temps en temps une régénération, comme le font nos véhicules sur la route. Donc finalement, ils réinjectent du gasoil dans l'échappement, qui a une sorte de four, hein, un endroit en bas du pot d'échappement assez proéminent qui monte très très haut en température. On fait un tas de contraintes au moteur pour le faire chauffer artificiellement à des niveaux un peu inégalés. Donc le tracteur reste à peu près 40 minutes en statique à monter à des régimes à 1500-1600 tours minute, et puis pendant 40 minutes, il envoie de la déblue, etc. et il crame les impuretés qui se sont stockées pendant ces 500 heures, qui n'ont pas forcément été complètement brûlées dans le gaz d'échappement. Alors si ça c'est de l'écologie, moi je veux bien tout ce qu'on veut. Là sur les tracteurs ça se voit, puisque là on a un tracteur qui vous impose d'être arrêté pendant 40 minutes à tourner, à gaspiller du gasoil, à relâcher de la fumée par l'échappement. Et puis pour les voitures, ça se fait sur la route, et quand vous rentrez chez vous, vous entendez les radiateurs tourner, etc. Donc voilà l'écologie qu'on a aujourd'hui. C'est une écologie d'apparence qui sur le fond ne modifie pas réellement la pollution à l'instant T. Elle est artificiellement bonne aux 100 km, c'est la même chose certainement pour nos tracteurs. On valorise mieux aujourd'hui les consommations de gasoil, mais au final, on a bien à un moment donné une accumulation de particules que l'on rebrûle dans l'atmosphère. Donc voilà, donc c'est un petit peu le paradoxe de toute cette écologie, et c'est un peu la même chose, donc en tout cas en France, je ne sais pas dans les autres pays, mais pour l'aspect phytosanitaire, au fond, rien n'a changé. On ne cherche pas à faire comprendre aux agriculteurs à mieux maîtriser techniquement les différentes molécules, les classer par performance, etc. Et c'est ce que nous essayons de faire, nous, au quotidien, et c'est ce qui fait que ça change complètement la relation des agriculteurs avec l'usage des produits phytosanitaires. Et je dirais à tous nos amis internautes qui sont sur cette chaîne en agriculture biologique et avec qui j'ai souvent des échanges, c'est exactement la même chose dans tous les essais de biocontrôle. Je ne peux pas dévoiler ici tous les essais que nous avons fait, mais cette année, on avait encore sur 17 plateformes, à peu près 5 plateformes avec des produits de biocontrôle, pour certains même en agriculture biologique. Et on peut constater aujourd'hui qu'il n'y a aucun biocontrôle qui est même ne serait-ce qu'à la hauteur infime d'un produit phytosanitaire classique. Que si c'est le cas dans les présentations que vous avez, c'est souvent déjà d'une que les essais, vous devriez être vigilants sur la véracité des essais, c'est-à-dire sur leur valeur statistique. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans l'hiver. Mais aussi et surtout, c'est que la dose de produits phytosanitaires qui est souvent en partenariat avec des produits de biocontrôle est encore suffisamment pour nous déjà tellement importante que la dose seule des produits fonctionnerait largement. Donc en réalité, si on est honnête aujourd'hui, il n'y a pas de biocontrôle qui apporte quoi que ce soit techniquement. Il faut être clair et net, il y en a quelques-uns qui apportent une pseudo-réponse, mais qui n'est pas à la valeur des produits classiques que nous avons. Et on ne peut même pas dire produits chimiques contre produits naturels, puisque ce n'est plus le cas. Énormément de biocontrôle aujourd'hui sont des matières actives chimiques, même si c'est de la chimie naturelle. Tout est chimie dans la vie, hein. Bio c'est chimique, qu'on le veuille ou non. Et donc il faut arriver à percevoir cela pour éviter de se mentir, car la déception pourrait être importante, comme les retours que j'ai pu avoir de certains d'entre vous sur le travail du sol, sur les couverts, sur tout ça. Donc voilà, donc j'espère ne pas avoir été trop long. Je voulais vous brosser un petit panorama et puis vous le faire de manière instinctive, en une prise, sur les ressentis que nous avons eus cette semaine. Et je vous avoue que chaque jour, on s'interroge bien la direction qu'on est en train de prendre, puisqu'on déconnecte complètement l'ensemble des acteurs. D'ailleurs, que ce soit, il y a de moins en moins de techniciens sur terrain. On rencontre de plus en plus de commerciaux dans les firmes qui ne trouvent plus de techniciens et d'ailleurs qui ne font plus de technique. Ils le reconnaissent, ils l'ont délégué à ces organismes homologués qui finalement ne sont que des prestataires de services de mise en place d'essais. Un essai peut coûter jusqu'à 100-150 000 euros quand dans un privé pouvait faire le même essai pour un dixième du prix. Donc c'est pour dire que forcément tout ça, ça a des impacts pour nous, agriculteurs, sur le prix des produits.
Voilà les amis, bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Donc la prochaine vidéo sera une vidéo matérielle sur les outils à disque, puisque comme je vous l'avais dit, j'ai eu la chance d'en avoir un en prêt d'un ami agriculteur, et on va pouvoir aller voir ensemble sur le terrain ce que l'on peut faire à cette période de l'année. Vous allez voir, c'est pas si mal que ça. Allez, à bientôt les amis.